Je suis à la leçon numéro 16 qui porte sur la notion de complexité algorithmique. La notion d'ordre de complexité fait référence à la croissance du temps d'exécution en fonction de la taille du problème. Donc généralement, on va utiliser la variable n pour désigner la taille de notre problème. Donc ça, c'est la quantité de données que j'ai à traiter pour résoudre un certain problème. Donc, je dispose d'un programme qui permet de résoudre mon problème de taille n. Donc, j'ai un nombre de données à traiter qui est proportionnel à n. Et là, je me demande si j'augmente la taille de n, comment va réagir le temps d'exécution de ma solution? Alors, si l'ordre de ma complexité est linéaire, ce que ça veut dire, c'est que si je double la taille de mon problème, mon temps d'exécution devrait doubler. Par contre, si j'ai une complexité algorithmique d'ordre quadratique, ce que ça veut dire, c'est que si je double la taille de mon problème, mon temps d'exécution va être multiplié par 4. Et même chose, si j'ai une complexité d'ordre cubique, si je double la taille de mon problème, le temps d'exécution pourrait être multiplié par 8. Alors, de façon générale, il y a une notation pour désigner la complexité algorithmique et cette notation utilise la lettre majuscule grâce O, le O majuscule gras, pour désigner l'ordre de la complexité. Et entre parenthèses, ce qu'on indique, c'est comment est-ce que cet ordre de complexité va croître en fonction de la taille du problème. Alors ici, j'ai fait un tableau pour différentes complexités algorithmiques. Donc, par exemple, lorsque la complexité est grand O de n, donc j'ai une complexité linéaire avec n, je peux avoir grand O de n carré, auquel cas on parle de complexité quadratique, grand O de n cube pour les complexités cubiques. Et il y a aussi d'autres sortes de fonctions, comme par exemple la fonction n log n, qui est une fonction de complexité algorithmique qui revient assez souvent pour différentes solutions. Et donc ici, dans le haut du tableau, j'ai différentes colonnes. Si je m'intéresse à un problème de taille x, et là je vais supposer que mon temps d'exécution pour un problème de taille x, il est unitaire, donc une unité de temps, donc par exemple 1 seconde. Donc supposons que je peux résoudre un problème taille x. Qu'est-ce qui va se passer avec mon temps d'exécution si j'essaye de résoudre un problème 2 fois plus gros, 10 fois plus gros ou 100 fois plus gros? Alors, quand j'ai une complexité linéaire, c'est pas difficile. Mon problème est 2 fois plus gros, mon temps d'exécution va être 2 fois plus long. 10 fois plus gros, 10 fois plus long. 100 fois plus gros, 100 fois plus long. Par contre, quand j'ai une complexité quadratique, 2 fois plus gros, ça va être 4 fois plus long. 10 fois plus gros, ça va être 100 fois plus long. 100 fois plus gros, ça va être 10 000 fois plus long. Donc, on voit que la croissance du temps d'exécution augmente d'une façon déplaisante. Et quand on arrive à une complexité cubique, c'est encore pire. Donc là, on passe pour un problème 2 fois plus gros à 8 fois plus de temps. 10 fois plus gros, c'est 1000 fois plus de temps. 100 fois plus gros, ça va être 1 million de fois plus de temps. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas à des complexités cubiques. On peut imaginer des programmes qui ont des complexités pires que cubiques. Et le pire de tout, c'est ce qu'on appelle les complexités exponentielles. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a pire que l'exponentielle, mais dans cette leçon, on va se limiter aux complexités linéaires, quadratiques et cubiques. Mais avant de donner des exemples de solutions qui ont ces trois complexités, je vais juste parler très brièvement de certains programmes qui peuvent avoir des complexités en n log n. Et donc, cette complexité algorithmique en n log n, elle se situe entre la complexité linéaire, qui est la complexité assez idéale. Donc, quand on a un problème de taille n, on s'attend à ce que le temps soit proportionnel à cette taille n. Et en quadratique, le problème, c'est que si on augmente la taille de notre problème, notre temps a tendance à exploser. En n log n, si on passe
d'un problème de taille x à un problème de taille 2x, ben, on peut voir que l'augmentation du temps, au lieu d'être le 2 qui serait un peu l'idéal, on va obtenir 2,3 fois plus de temps. Si on est 10 fois plus grand comme problème, au lieu d'avoir un temps d'exécution 10 fois plus long, on va avoir un temps d'exécution à peu près 15 fois plus long. Donc, c'est plus long que le linéaire, mais c'est quand même beaucoup mieux que le quadratique qui, lui, est 100 fois plus long. Et pareil, si on passe à 100 fois, un problème 100 fois plus gros, on va avoir un temps d'exécution environ 200 fois plus long versus 100 fois plus long. Donc ici, on avait un facteur 1,5. Là, ici, on a un facteur 2. Donc notre facteur augmente sans cesse, mais n'oublions pas ici qu'on est passé de 10 fois à 100 fois. Et donc, cette complexité-là, ici, elle est quand même très intéressante. Et cette complexité-là, c'est la complexité des algorithmes de tri. On peut démontrer formellement que pour trier des nombres ou trier des objets quelconques, la meilleure complexité algorithmique qu'on peut atteindre, sauf dans des cas particuliers, mais dans le cas général, la meilleure complexité algorithmique, c'est la complexité n log n. Alors, quand vous utilisez la fonction sort de la classe list, l'algorithme qui est sous-jacent a une complexité n log n dans le pire des cas. Donc, qu'est-ce que ça devrait vous dire? Ça, c'est que quand on trie des choses, ben, ce n'est pas gratuit. Trier, ça implique un temps d'exécution qui n'est pas négligeable. Ici, les données du tableau, je les ai représentées par des courbes. Donc, il n'y a pas d'échelle ici sur les axes de taille et sur les axes de temps, mais ça vous donne une idée un peu de quoi a l'air la courbe d'une complexité linéaire. Donc, cette courbe-là, elle est linéaire. Ça veut dire que ici, si j'ai un certain temps, j'ai des temps qui croissent quand même lentement, qui croissent de façon proportionnelle à la taille du problème. Quand je suis en quadratique, ben, ça croît comme une équation quadratique. Donc, ça croît, on voit que ce n'est pas droit. Il y a une inflexion ici qui est gênante. Et puis en cubique, il y a une inflexion qui est encore pire. Donc, ça se met à croître très, très vite. Quand j'atteins une certaine taille, là, à un moment donné, le temps d'exécution se met à exploser. Et puis, si j'illustrais sur le même graphique une complexité exponentielle, ben, l'exponentielle serait pire encore. Elle serait vraiment verticale ici. Et on voit que la complexité n log n, elle est entre la complexité linéaire et la complexité quadratique. Donc, si on a le choix entre un quadratique et un n log n, le n log n est nettement avantageux. On va pouvoir résoudre des problèmes beaucoup plus grands dans un temps raisonnable avec une solution en n log n par rapport à ce qu'on pourrait faire une solution quadratique. Alors, sans plus tarder, on va essayer de concrétiser cette notion-là en résolvant un problème assez simple, mais en trouvant 3 solutions à ce même problème. Donc, on va commencer avec une solution un peu brutale, une solution qui essentiellement essaye toutes les possibilités pour s'assurer qu'on trouve bien la bonne réponse. Et ça, cette solution-là va avoir une complexité cubique. Et après ça, on va voir qu'on peut, en réfléchissant un peu, on peut trouver d'autres solutions qui sont meilleures. On peut trouver assez facilement une solution en temps quadratique. Et en réfléchissant davantage, on peut même réussir, pour ce problème particulier, on peut réussir à trouver une solution en temps linéaire. Donc, quel est ce problème? C'est ce qu'on appelle le maximum subsequent sum problem. Donc, le problème de trouver, à l'intérieur d'une séquence, de trouver la sous-séquence dont la somme est maximum. Alors ici, je représente ma séquence dans un tableau. Okay, dans ma séquence, j'ai des nombres qui sont représentés par les variables A1, A2, A3, A4, etc. jusqu'à AN. Donc j'ai n nombres. Alors là, je dois chercher dans ce tableau-là une sous-séquence. Donc là, il y a ma séquence complète. Je pourrais faire la somme de tous ces nombres-là, ça me donnerait une valeur. Mais là, je veux savoir si en faisant une somme d'une sous-séquence à l'intérieur de cette séquence de n nombres, est-ce que je peux trouver une sous-séquence
plus petite dont la somme est maximum. Donc la somme est plus grande que la séquence complète. Si tous les nombres sont positifs, ben, c'est sûr que la sous-séquence de somme maximum, c'est la séquence qui inclut tous les nombres. Mais si j'ai des nombres négatifs dans ma séquence, ben là, j'ai intérêt à les enlever, ces nombres-là. Donc, j'ai intérêt à choisir une sous-séquence qui ne contient pas de nombres négatifs. Ou si jamais elle en contient, il ne faut pas qu'elle en contienne beaucoup. Il faut qu'elle en contienne le moins possible. Et donc, pour résoudre ce problème-là, je peux déjà définir deux indices. Donc, je vais utiliser la variable i pour désigner un indice de début d'une sous-séquence, donc la sous-séquence qui commencerait sur A3. Donc, i est un indice à l'intérieur de mon tableau. En Python, vous pouvez considérer que le tableau est une liste. Et i va être un indice à l'intérieur de cette liste-là. Donc, par exemple, ici, quand i vaudra 2, ben, l'indice 2 va pointer sur le troisième élément de la liste. Parce que ici, dans ma liste, j'ai numéroté mes variables à partir de 1 et non pas à partir de 0. Alors, on sait qu'en Python, les indices commencent à 0. Donc, celui-là, c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2. Donc, peu importe, je vais avoir une variable i qui va servir d'indice pour pointer à l'intérieur de la table le début d'une séquence, d'une sous-séquence. Et puis, je vais utiliser l'indice j pour pointer à la fin d'une sous-séquence. Et là, je vais me demander, c'est quoi la somme de cette sous-séquence-là qui commence en i puis qui se termine en j inclus. Et je vais regarder essentiellement toutes les sous-séquences possibles. Et puis, je vais faire un max là-dessus. Et à la fin, ben, ça va me donner la réponse de la valeur de la sous-séquence qui est maximum. Donc ici, j'ai mis le code de comment est-ce qu'on peut programmer cet algorithme de complexité cubique. Alors, je l'appelle MSS1, donc c'est la première version, ma première solution pour ce problème. Cette fonction-là reçoit une séquence, donc la variable, je l'appelle séquence. Donc cette séquence-là, on peut par exemple considérer que c'est une liste. Je commence ici par affecter la longueur de la séquence à la variable n, c'est la taille de mon problème. Donc, je me définis une variable n. Ensuite, je vais me définir une variable maxsum que je vais initialiser à 0. Ça, c'est la somme maximum que j'ai trouvée jusqu'à présent. Okay, donc là, le problème consiste à déterminer la valeur de cette somme maximum. Donc, je l'initialise à 0. Pourquoi? Parce que je considère que une sous-séquence négative n'est pas possible parce que, en fait, il y a une sous-séquence qui existe, c'est la sous-séquence vide. Si je ne choisis aucun des nombres de ma séquence, okay, la somme de aucun des nombres, ça me donne 0. Et donc, ça, c'est préférable à avoir une sous-séquence de somme négative. Donc, je suppose ici explicitement que dans le pire des cas, la pire somme que je peux obtenir, c'est pour une sous-séquence qui est vide. Et donc, cette sous-séquence-là a la valeur de 0. Donc, c'est comme ça que je réussis à initialiser ma variable maximum. Ensuite, je rentre dans une boucle pour faire varier les i pour toutes les valeurs entre 0 et n-1. Donc, je vous rappelle, j'ai n éléments dans mon tableau. Donc, si mes indices commencent à 0, ben, je dois me rendre jusqu'à n-1. Donc, je fais un range de n. Je vais itérer sur les n entiers qui vont de 0 à n-1. Ensuite, je vais itérer sur les j dans un range qui va aller de i jusqu'à n. Okay? Parce que pour chaque valeur de i, si je reviens ici, pour chaque valeur de i, donc quand i pointe ici, il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe si je prends seulement cet élément-là comme sous-séquence. Ensuite, il faut que je regarde si je considère les deux éléments A3 et A4. Ensuite, je vais considérer de A3 jusqu'à A5, ensuite jusqu'à A6, ensuite jusqu'à A7. Donc ça, c'est ce que je fais ici dans ma deuxième boucle ici. Je vais avoir mon J qui varie de quoi? Bien, quand je suis rendu à un certain I ici, bien, mon J, il commence sur I, puis ensuite, il va aller jusqu'à la fin. Donc, il va aller jusqu'à n-1. Donc, c'est exactement ce que le range ici définit. Et maintenant,
j'ai mes deux indices I et J qui définissent une sous-séquence. Un point de début, un début pour ma sous-séquence, puis une fin pour ma sous-séquence. Donc, j'initialise une autre variable à 0 qui est la somme pour la sous-séquence actuelle. Et cette somme-là, ben, je dois faire varier un indice K allant de I jusqu'à J, okay, parce que je veux avoir le J inclus. Donc, dans mon range, ici, je vais mettre J plus 1, parce que mon range va s'arrêter sur J, va s'arrêter avant d'arriver à J plus 1. Okay, donc, si je veux aller de I à J, il faut que je fasse un range de I jusqu'à J plus 1. Et là, qu'est-ce que je fais à chaque exécution de cette boucle-là? Ben, je vais ajouter la valeur dans ma séquence qui est à l'indice K. Je vais l'ajouter à ma somme courante. Et après ça, une fois que j'ai calculé la somme courante, je vais regarder est-ce que cette somme-là est plus grande que la somme maximum? Si oui, ben, je vais affecter cette somme à la variable maxsum parce que si elle est plus grande, c'est parce que je viens de trouver une nouvelle meilleure somme. Donc, je l'affecte à ma variable maxsum. Et là, je vais boucler sur les J, je vais boucler sur les I. Et quand j'aurai fini, tout ce qui me restera à faire, c'est de retourner la valeur de maxsum qui contiendra la somme maximum parmi toutes les sommes possibles. Alors maintenant que j'ai défini une solution, je peux la tester. Alors pour la tester, qu'est-ce qu'on va faire? On va se générer une séquence aléatoire contenant 1000 entiers. 1000 entiers définis dans l'intervalle moins 10 à plus 10. Donc pour faire ça, je vais utiliser un module Python qui s'appelle le module random, qu'on n'a pas vu encore, mais qu'on peut importer. Et random permet de générer des nombres aléatoires. Et donc, je vais me faire une fonction genData pour générer du data, pour générer des données. Et là, je veux générer n données. Et ce que je vais retourner une liste en compréhension, où est-ce que je vais faire appel à l'intérieur du module random, je vais faire appel à la fonction randInt qui génère des entiers aléatoires. Et là, ici, je lui donne deux arguments, deux valeurs ici pour ces deux arguments. Je veux que les entiers qu'il génère varient dans la plage de moins 10 à plus 10. Et je vais faire ça pour toutes les valeurs d'un range de n. Donc, essentiellement, je vais répéter ça ici. Je vais générer un nouveau nombre aléatoire 1000 fois si n vaut 1000. Et donc, ici, j'appelle la fonction avec n est égal à 1000. Et donc, ça va générer une liste de 1000 entiers qui va être retournée. J'affecte cette liste-là à la variable data. Et ici, quand je clique ici sur l'exécution, ça me génère une liste qui contient 1000 entiers, où chaque entier est dans la plage moins 10 à plus 10. Et cette liste-là, elle est aléatoire. Et donc, je vais pouvoir utiliser cette liste-là pour tester ma fonction MSS1. Donc ici, je vais appeler la fonction MSS1 en lui passant la liste data et la fonction va me retourner la somme de la sous-séquence qui est maximum. Et là, je suis intéressé à connaître le temps d'exécution de ma fonction. Et donc, je vais faire appel ici à un autre module standard de Python qui s'appelle le module time que j'importe ici. Ensuite, je vais appeler la fonction timeClock qui va me retourner le temps depuis une certaine référence que je n'ai pas besoin de connaître. Et donc, ce temps-là, ce temps de référence, je le mets dans une variable début. Et puis, j'appelle ma fonction MSS1. Et dès que ma fonction a terminé son exécution, je réappelle la fonction clock pour que Python me donne une autre mesure de temps. Et après ça, tout ce qui me reste à faire, c'est de faire la différence entre le temps à la fin moins le temps au début. Ça va me donner le temps d'exécution de ma fonction. Si j'exécute ça, vous voyez ici que Python est en train d'exécuter des choses. Là, tant que c'est rouge ici, c'est parce que Python est encore en train d'exécuter, il n'a pas terminé. Ça va lui prendre environ une dizaine de secondes pour trouver la réponse. Donc, il a trouvé que dans les données que je lui ai données, la sous-séquence de valeur maximum, sa valeur c'est 286 et ça lui a pris 10,68 secondes pour trouver la réponse. C'est assez long.
C'est assez long. Pourquoi? Parce que essentiellement, notre solution est une solution très inefficace. Alors, nous allons maintenant considérer une façon de réduire la complexité algorithmique de notre solution pour en faire une solution qui a une complexité quadratique. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Ben, c'est pas compliqué. Si on avait une complexité cubique avant, c'est essentiellement parce qu'on avait 3 boucles imbriquées et que chacune de ces boucles-là s'exécutait un nombre de fois qui était proportionnel à la valeur de n. Si on veut réduire la complexité algorithmique, il faut qu'on se débarrasse si on veut passer de cubique à quadratique, il va falloir se débarrasser d'une de ces boucles. Et il se trouve qu'on peut effectivement réussir à se débarrasser de la 3e boucle, la boucle la plus intérieure, en remarquant un détail assez simple, c'est que si j'ai déjà calculé la somme S de IJ, donc ça c'est la somme des éléments qui vont de l'indice I jusqu'à l'indice J inclusivement. Donc, supposons que j'ai déjà fait ça dans le passé, à l'itération précédente d'une boucle, et que là, le problème, c'est que je veux déterminer la somme des éléments qui vont de l'indice I jusqu'à l'indice J plus 1. La seule chose qui change pour obtenir cette valeur-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre cette valeur-là que j'ai déjà calculée dans le passé et j'ai juste à lui additionner la nouvelle valeur AJ plus 1 pour obtenir cette valeur-là. Donc, je n'ai pas besoin à chaque itération de calculer la somme de la sous-séquence actuelle au complet. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de me rappeler de l'ancienne somme et de la réutiliser en lui ajoutant une seule valeur. Et donc, en faisant une seule addition, je peux calculer une somme complète au lieu d'être obligé d'itérer sur tous les éléments de la sous-séquence. Et donc, cette solution-là, elle est représentée ici par MSS2, parce que, comme tantôt, je détermine la longueur de ma séquence. Comme tantôt, j'initialise le maximum à 0. Comme tantôt, je rentre dans une première boucle où j'itère sur toutes les valeurs de I allant de 0 jusqu'à n-1. Et là, la chose qui diffère ici, c'est que ma variable DISSUM, au lieu de la définir à l'intérieur de la deuxième boucle, je la définis à l'extérieur de la deuxième boucle. Donc, je la définis entre la première boucle et la deuxième boucle. J'initialise cette somme-là ici à 0. Okay? Parce qu'effectivement, quand je commence à I égale à 0, okay, ou en fait, à chaque fois que je passe à une nouvelle valeur de I, je vais remettre cette somme-là à 0. Et là, je rentre dans la deuxième boucle qui fait varier J de I jusqu'à n-1 à cause du range ici. Et là, tout ce que j'ai à faire, je n'ai pas à faire une troisième boucle imbriquée comme tantôt. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre l'élément qui est à l'indice J dans ma séquence et de l'additionner à la somme courante. Et à faire comme tantôt, à tester est-ce que cette somme courante est plus grande que maximum. Et si oui, je prends la somme courante et je l'affecte à la variable maximum pour avoir une nouvelle somme qui est plus grande que la dernière que j'avais trouvée au préalable. Et donc maintenant, je n'ai plus que 2 boucles. Chacune de ces boucles-là, si on les regarde ici, cette boucle-là dépend de la variable n, donc elle s'exécute un nombre de fois en fait qui est égal à n. Celle-là ici, elle ne s'exécute pas n fois, mais elle s'exécute un nombre de fois qui est proportionnel à n. Donc, en moyenne, elle s'exécute n sur 2 fois. Okay? Parce que tantôt, i va être plus petit, donc on va commencer proche de 0 ou 1. Tantôt, cette boucle-là va s'exécuter un petit nombre de fois, mais tantôt, elle va s'exécuter un grand nombre de fois. En moyenne, elle va s'exécuter n sur 2 fois. Donc, j'ai quelque chose de linéaire sur cette boucle-là, puis j'ai une autre boucle linéaire à l'intérieur d'une boucle linéaire, donc le résultat est quadratique. Donc cette solution-là ici est une solution quadratique. Et si je l'exécute,
Donc d'abord, je vais exécuter ça. Si je l'exécute, cette solution-là, avec les mêmes 1000 données que tantôt, premièrement, j'obtiens la même réponse de 286, ce qui est encourageant. Mais regardez le temps d'exécution, on est passé de plus de 10 secondes à peine 0,05 secondes. Donc, 1/20 de seconde. Ça nous prenait 10 secondes avant, là, ça nous prend 1/20 de seconde. On est allé 200 fois plus rapidement. Donc, c'est un gain pour obtenir exactement la même réponse. Ça, c'est la bonne réponse. Là, cette solution-là va toujours donner la bonne réponse. Pourquoi elle va toujours donner la bonne réponse? C'est pas compliqué, c'est parce qu'on teste toutes les sous-séquences possibles. Donc, on n'en a pas raté aucune sous-séquence. On a juste été plus efficace dans le calcul de chacune des sous-séquences. Alors, on est évidemment très content de ça. On se félicite. Bravo, on a une solution qui est bien meilleure. Mais en fait, il se trouve qu'on peut trouver une solution encore meilleure, qui a une complexité algorithmique, au lieu d'être quadratique, il y a une complexité algorithmique linéaire. Et donc, on n'arrive pas à faire ça très souvent. Mais pour ce problème-là, ce problème du MSS, on peut y arriver. Et la façon d'y arriver, c'est de réfléchir davantage et d'observer autre chose. Alors, ce qui est illustré ici dans ce tableau-là, donc c'est le même tableau que tantôt, là, qui contient mes n entiers. Et puis là, je suis en train de supposer ici que je suis en train de considérer une certaine sous-séquence ici qui va de I jusqu'à J. OK, donc j'ai cette sous-séquence-là ici. Et là, je suis en train de considérer cette sous-séquence qui va de I jusqu'à J. Et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe si jamais cette sous-séquence-là, elle est inférieure à 0, donc si elle est négative? Est-ce que je dois malgré tout considérer la sous-séquence qui va de I jusqu'à J plus 1? Est-ce que je dois incrémenter mon J ici pour le faire passer à l'élément suivant, à l'élément suivant, à l'élément suivant, à l'élément suivant? Est-ce que j'ai besoin de continuer à faire varier mon J pour me rendre jusqu'à la fin, pour pouvoir ensuite incrémenter le I? Et la réponse à cette question-là, c'est non. Ça ne sert à rien de faire ça, parce que puisque ma sous-séquence ici, elle est négative, ça se peut pas qu'une autre sous-séquence qui commence en I soit supérieure à la meilleure que j'ai trouvée jusqu'à présent, parce qu'il vaudrait mieux que j'enlève cette sous-séquence-là de ce qui suit, parce que cette sous-séquence-là m'amène en dessous de 0. Or, le pire des cas, c'est j'obtiens 0 en ne choisissant aucune sous-séquence. Donc, si jamais en cours d'exécution, je tombe sur quelque chose de négatif, ben, je n'ai pas besoin de continuer à incrémenter mon J. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sauter par-dessus cette sous-séquence-là, donc de prendre mon indice I ici, puis de l'amener ici, puis ensuite de mettre J est égal à I, puis de poursuivre mon traitement, comme si de rien n'était. Et donc, je vais pouvoir remplacer mes deux boucles par une seule boucle. Et cette boucle-là va dépendre de n, mais puisqu'il y a une seule boucle qui dépend de n, je vais obtenir une complexité linéaire. Alors, si on regarde le code Python de la solution, je l'appelle MSS3. Donc, comme tantôt, il n'y a rien qui a changé ici, je commence par déterminer la longueur de ma séquence et j'affecte le résultat à la variable n. Avant, j'initialisais maxsum à 0, mais là, maintenant, je vais initialiser à la fois maxsum à 0, mais dessomme aussi, la somme courante, je vais aussi l'initialiser à 0. Et je vais initialiser à 0 les indices I et J. Et là, au lieu d'utiliser des boucles for, je vais utiliser une boucle while. Et donc ça ici, c'est un exemple très pertinent d'une situation où il est avantageux d'utiliser une boucle while par rapport à la boucle for. Avant, j'avais des boucles for parce que j'itérais sur tous les indices d'un range. Et donc, c'est ce qu'on appelle une boucle très régulière. Et là, dans mon nouvel algorithme, j'ai besoin de jouer sur les indices de façon irrégulière. Et donc, à ce moment-là, il vaut mieux que ce soit moi-même qui, manuellement, va modifier les valeurs de I et de J à l'intérieur de ma boucle.
Donc, je fais un while, je vais boucler tant que j est plus petit que n. Et lorsque j sera égal à n, j'aurai terminé mon algorithme et j'aurai obtenu la bonne réponse, c'est-à-dire que la variable maxsum va contenir la bonne réponse. Et tout ce qui me restera à faire ici, c'est de retourner la valeur de maxsum. J'ouvre une parenthèse ici, vous remarquez que le return de maxsum, là, je veux qu'il se fasse après que la boucle ait terminé son exécution, donc nécessairement doit être indenté au même niveau que le while. De la même façon que dans mes autres solutions MSS2 et MSS1, le return était toujours indenté au même niveau que le premier for, que la première boucle for. Parce que je veux que le return se fasse uniquement lorsque la boucle a terminé son exécution. Okay, donc faites très attention à ça. C'est une erreur de débutant très fréquente de mal indenter le return et de mettre le return à l'intérieur de la boucle. Donc c'est rarement, très rarement ce qu'on veut faire. Donc vos returns, là, à moins d'être dans vraiment une situation très particulière, ils ne doivent pas se trouver à l'intérieur des boucles, ils doivent se trouver à l'extérieur des boucles. Alors dans ma boucle, donc, j'ai initialisé i et j à 0. Donc initialement, les deux indices pointent sur le premier élément de la séquence. Et tant que mon deuxième indice n'a pas atteint n, je vais continuer à boucler. Et qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais mettre à jour ma somme courante en additionnant l'élément qui est pointé par j. Je vais regarder, est-ce que cette somme courante est plus grande que la somme maximum? Si oui, je remplace. Donc ça ici, ces deux lignes-là, c'est ce que je faisais à chaque fois dans les deux autres solutions. Mais là, maintenant, j'ai un autre cas particulier. Donc, si ma somme est plus grande que maximum, je fais ce que je faisais avant. Par contre, si ce n'est pas le cas, donc si ma somme courante n'est pas meilleure que le maximum que j'ai trouvé jusqu'à présent, je vais tester, est-ce que la somme courante, par hasard, serait inférieure à 0? Parce que si elle est inférieure à 0, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que je fasse passer i, hein, à la prochaine itération, je vais sauter par-dessus la sous-séquence que j'ai identifiée ici. Cette sous-séquence-là, là, donc là, je suis rendu dans mon programme à cette étape-là, ici, dans le cas général. Donc, cette sous-séquence-là, je vais sauter par-dessus. Puis pour sauter par-dessus, je vais ramener mon i à j plus 1. Donc, c'est ce que je fais ici. Okay? Mais seulement si la somme courante est inférieure à 0. Et là, dans ce cas-là, je remets ma somme courante à 0. Et je poursuis mon traitement normal en incrémentant j de 1. Donc, je passe au j suivant. Donc là, je vais considérer la sous-séquence qui inclut seulement cet élément-là ici qui est à cet endroit. Et je vais continuer à incrémenter j comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et cet algorithme-là va encore me donner la bonne réponse. Donc, j'exécute ça. Et là, je peux chronométrer ma solution MSS3. J'obtiens encore la même réponse que tantôt, mais cette fois-ci, je l'ai trouvée en 0,0 secondes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que mon programme, ma solution, maintenant, elle est tellement rapide que j'arrive même pas à mesurer son temps d'exécution parce que son temps d'exécution est trop court. Okay? Donc, je suis passé de 10 secondes à 0,05 secondes. Et maintenant, j'arrive à 0 secondes, tellement, c'est pas réellement 0 secondes, là, mais c'est un temps qui est inférieur à ce que je suis capable de mesurer avec la fonction clock de Python. Donc, je suis probablement rendu dans les microsecondes de temps d'exécution. Alors, pour vous montrer l'efficacité de cette solution-là, qui est presque instantané sur un problème de taille 1000, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais me générer un problème plus gros. Je vais générer un problème de taille 100 000. Donc, je vais générer un problème 100 fois plus gros que le problème que j'avais avant. Et je vais encore mesurer le temps d'exécution pour MSS3. Et ça m'a donné, pour un problème de taille 100 000, donc 100 fois plus gros, ça m'a donné 0,00999. Donc, ça m'a donné 1 centième de seconde
Okay? Donc, c'est plus rapide, un problème 100 fois plus gros, c'est plus rapide qu'avec MSS2 sur un problème 100 fois plus petit. Et puis, MSS1, si j'essaye d'exécuter MSS1 sur un problème de cette taille-là, ça ne va jamais se terminer. Okay? Je vais mourir, l'ordinateur va mourir avant que la réponse ne soit produite. Et même si je m'amuse à rouler ces 100 000-là, donc on ne va pas mettre 100 000 parce que 100 000 c'est trop. On va mettre juste 10 000 ici. Donc on va prendre un problème 10 fois plus gros que tantôt. Puis on va le rouler sur MSS2. Donc tantôt pour 1000, ça nous donnait 0,5 secondes. Et là, on attend. Là, ça nous prend 5 secondes sur un problème 10 fois plus gros. Donc ça nous a pris, on avait 0,05 secondes, donc ça a pris beaucoup plus de temps. Et si je roule sur 100 000 avec MSS2, ben là, je vais attendre très, très longtemps. Donc, en fait, le temps d'exécution va être tellement long que il vaut mieux que j'arrête l'exécution parce que ça va prendre trop de temps. Et donc, voilà, en conclusion, je vous ai introduit la notion de complexité algorithmique. C'est une notion fondamentale quand on conçoit des algorithmes. C'est une notion sur laquelle vous allez revenir dans d'autres cours si vous étudiez en informatique ou en génie informatique ou en génie logiciel. Donc, il y a toute une théorie derrière ça. Là, ça peut devenir vite très compliqué. Donc, moi, j'ai fait une introduction assez en douceur. Ce que vous devez retenir, c'est que la complexité algorithmique, c'est relié aux boucles. Okay? Un programme a une complexité algorithmique grande lorsque le programme doit répéter des choses. Quand il répète les choses une seule fois, on obtient une complexité linéaire. Et quand on répète des choses n fois pour chacune des n choses, ben, on obtient une complexité quadratique. Il y a un lien très fort entre les boucles imbriquées et la complexité algorithmique. Il faut faire très attention quand on imbrique des boucles les unes dans les autres. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que je ne peux pas procéder autrement pour éviter qu'il y ait une explosion du temps d'exécution de mon programme. Alors voilà, ça complète cette introduction de la notion de complexité algorithmique. Merci de votre attention et à la prochaine.